Destination phare de nos vacances, le littoral est pris d'assaut chaque été. Une affluence qui est souvent source de tensions. Ce matin à Fréjus, sur la Côte d'Azur, les policiers municipaux vont en être les témoins. Ils ont été appelés en urgence, car en front de mer, le propriétaire d'une villa tenterait de chasser les vacanciers qui viennent se baigner devant chez lui. Apparemment, il s'est accaparé une plage. S'il y a des gens qui désirent passer, il les menace, il leur fait peur. Voilà, et donc la plage lui appartient entièrement. En France, les plages appartiennent à l'État. Il est interdit de les privatiser, mais ce propriétaire semble l'ignorer. Ce n'est pas la première fois que les policiers reçoivent des plaintes contre lui. Aujourd'hui, l'altercation aurait pris une tournure plus grave. Les vacanciers ont retrouvé leur voiture rayée de part en part sur le parking. Et ils l'accusent. Ce soir. C'est laquelle la voiture? C'est là. Oh putain. Elle est rayée entièrement la voiture. Ouais, c'est une T'as la clé et c'est récent, on le voit. Ouais, non, mais vous voyez. Ça vient de se faire à l'instant. Là, il y a un latéral complet. Il a un escalier, il a une Ça part de là, passage en fait. jusqu'à tout devant. Voilà. Et pourquoi il a fait ça? Parce qu'on est parti se baigner dans une crique. Et ce qu'on nous a reproché, c'est d'être sur une crique où le monsieur habite juste au-dessus. Mais la plage, elle est à tout le monde. Le groupe d'amis espérait passer une après-midi tranquille sur la petite crique. Mais leurs serviettes à peine posées, ils se sont retrouvés face au propriétaire de la villa. Il nous met la musique à fond. Après, il nous envoie le chien. Après, il vient s'installer, il nous traite de connards, d'enculés, de je ne sais quoi. Ensuite, il me dit, vous êtes sur ma plage, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir, vous allez regretter ce que vous avez fait. Vous allez voir ce que je vais vous faire. On n'a pas fait de bordel, on n'a pas laissé de détritus. On a tout mis dans les sacs, on a tout rangé. On n'a pas bu d'alcool, on n'a rien fait, on a juste bu du coca, on s'est baigné avec les masques et les trucs. On n'a rien fait de mal. Il y a un chien? Ouais, un chien, vous l'avez vu? son chien, son bordel. Il a envoyé sur un collègue pour l'attaquer et tout. Hein. C'est un malade, le mec. C'est un fou. Sans témoin, rien ne prouve que c'est bien lui qui a abîmé leur voiture. Les deux policiers municipaux décident d'aller jusqu'à la petite crique pour le questionner. On pense que c'est lui qui a installé le panneau, il a récupéré sur la voie publique, il l'a installé là en fait. Comme ça les gens sont obligés de monter là-haut, passer le long de la route, et puis il n'y a plus accès à la plage en fait. Il a le droit de faire ça? Ouais, logiquement non, il n'a pas le droit. Là encore, impossible d'en avoir la certitude, mais les policiers ont déjà vu des propriétaires mettre des panneaux ou des rochers pour empêcher les touristes d'accéder aux abords de leur villa. Ouais, c'est là. Voici l'objet du conflit. La plage est située en dessous de la villa du propriétaire. Les policiers le suspectent d'y laisser ses transats en permanence pour faire fuir les touristes. C'est interdit car c'est assimilé à une forme de privatisation. Tous les jours, il y a un problème. Parce que les gens qui veulent s'installer pour bronzer voilà, en cette période, ils ne peuvent pas parce que la personne les insulte, les menace, ils envoient le chien. Les policiers décident de prendre contact avec le propriétaire de la villa pour avoir des explications. Monsieur, c'est la police. Alors on vient par rapport aux petits soucis qu'il y a un peu tous les jours avec les gens sur la plage. On ne sait plus quoi faire. Depuis quelques jours maintenant, même 15 jours, on a beaucoup de gens qui viennent se plaindre de vous. Ah bon? Oui. Ah bon? Des gens qui viennent se baigner. Et pourquoi? Parce que vous mettez la musique, vous descendez, vous les insultez. Jamais. Et une autre fois, vous êtes descendu, vous avez enlevé la serviette, vous étiez tout nu. Mais c'est pas vrai. Écoutez, Mais non, mais les gens, c'est plusieurs gens, plusieurs familles qui ne se connaissent pas, qui sont venus nous voir pour nous dire tous la même chose. Oui, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Sachez qu'il y a eu des dépôts de plainte. Il y a des dépôts de plainte qui sont en cours. Le propriétaire semble étonné, mais un détail va le trahir. Il y a des transats en bas, sans vous les transats. Mais vous savez pourquoi je les mets? Pourquoi? Pour éviter que les gens viennent. Monsieur, elle est publique ta place. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas les empêcher. Mais monsieur, elle est publique, vous comprenez? Mais oui. Donc là, vous êtes verbalisé. Vous recevrez à la maison. Pourquoi? Parce que monsieur, vous occupez le domaine public. Verbalisez-moi. Après, de toute façon, moi, je m'en vais. J'en ai ras-le-bol. Ça fait 35 ans que je me bats ici pour faire une belle maison. Et cette année, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui viennent... Monsieur, votre maison, c'est votre maison. La plage, c'est la plage. Mais oui, Voilà. je fais bien, mais j'ai Deux salles différentes. Pour avoir occupé l'espace public maritime avec ses transats, le propriétaire risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 €. Ce sera au tribunal d'en décider.
C'est l'un de nos joyaux, de la mer Méditerranée jusqu'à la Manche, en passant par l'océan Atlantique. Notre littoral est l'un des plus beaux du monde. Chaque été, un Français sur deux qui part en vacances le choisit comme destination. Au programme, bronzage, baignade et sport nautique. Avec 5800 km de côtes et de plages de sable fin, il ne représente que 4% du territoire français, mais concentre à lui seul près de 40% des résidences secondaires. Ah oui, ça a bien changé là quand même depuis la dernière fois. En front de mer, les places sont chères, alors les propriétaires et les professionnels se battent pour garder leurs privilèges. Et entre eux, c'est souvent la guerre. Regardez le désastre que ça fait. C'est inimaginable, une chose pareille. C'est inimaginable. Pour lutter contre les fraudes et petites combines en tout genre, les policiers de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer, multiplient les interventions. Vous n'êtes pas en droit d'avoir une autorisation pour cette dalle cimentée. Le long de nos côtes, ces agents spécialisés font la chasse aux constructions illégales. Tout ça, en fait, c'est des dérives qui font flamber les prix sur ces secteurs-là. Malgré leurs efforts, chaque année sur le littoral, la tension monte d'un cran à cause du réchauffement climatique et de l'érosion qui s'intensifie. Le trait de côte recule de 2 à 3 mètres par an. À court terme, plus d'1 million de Français sont menacés d'inondations. Pour certains, c'est déjà trop tard. Le pays compte ses premiers réfugiés climatiques. Là, il fait beau, on est devant chez nous et on ne peut pas rentrer chez nous. À qui appartiennent les côtes françaises ? Quelles menaces pèsent sur elles ? Une île en merde. Ce régime a une île en merde. Entre privilèges, abus et scandales, enquête sur les dessous du littoral français. Près de La Rochelle, Coucou mes copains! Bénédicte se prépare à partir en vacances avec ses amis et des membres de sa famille dans une résidence secondaire très surprenante. Il faut descendre tout ce qu'il y a dans la maison. La mère de famille est artisan d'art, elle n'est pas millionnaire et pourtant, elle est propriétaire d'une île privée. En fait, c'est comme un bateau, sans le mal de mer. Ça, c'est vraiment très intéressant. Allez, Pickwick, allez. Voilà, super. Elle connaît par cœur. Au large des côtes, à quelques encablures du célèbre Fort Boyard, sa maison de vacances, le Fort Hennet, est un bâtiment militaire de 3000 mètres carrés. Il a été construit à la demande de Napoléon pour protéger l'estuaire des invasions anglaises. Bénédicte en a hérité de ses parents. Ils l'ont acheté dans les années 70 avec un autre couple d'amis. Aujourd'hui, leurs héritiers se le partagent. À l'époque, ils l'ont payé une bouchée de pain, l'équivalent de 800 €. C'est vraiment un bel endroit. Et puis aussi une île, alors c'est fantastique. On est vraiment chanceux d'avoir une île privée, c'est incroyable. L'île est accessible en voiture à marée basse, quelques heures par jour. Alors, avec sa fille Jeanne, Bénédicte se dépêche d'acheminer les valises et le ravitaillement. Leurs amis ont fait la traversée à pied. Ah, on n'a pas loupé la marée. On est tous à l'heure. À l'intérieur, le temps s'est arrêté. Tout est resté en l'état depuis 2 siècles. Une fierté pour Bénédicte et son frère Philippe, lui aussi copropriétaire de l'île. Oui, je me suis installée dans la chambre de maman. Ah, très bien. Le fort compte une dizaine de pièces qui témoignent de l'histoire de France, comme ces cellules de bagnards, cet ancien magasin de munitions et ces chambres autrefois réservées aux officiers de Napoléon. C'est ici que Bénédicte et Philippe dorment chaque été. C'est pas le grand luxe, hein. C'est surtout le matin, les vêtements sont humides. C'est-à-dire que la pierre restitue l'humidité et le matin... Et nos duvets... Ouais, les duvets, les serviettes, tout ça, il faut attendre 10 heures, 11 heures pour que le soleil réchauffe un tout petit peu l'atmosphère. Elle est bonne, je suis sûr qu'elle est très très bonne. Pour bien démarrer les vacances, Vincent, un ami de Bénédicte, se jette à la mer. Un rituel chaque fois qu'il vient ici, même quand l'eau est à 18 degrés. Mieux, ça serait pas supportable.
Voilà, c'est le paradis, la côte atlantique, c'est bon, ça sent bon le sable chaud. Cet été, Bénédicte et ses amis vont vivre coupés du monde, avec pour horizon l'océan. Moi, j'adore cette bande-là de sable. C'est magnifique. Ça fait plus de 30 ans qu'on a la chance de vivre ici. Et à chaque fois, on est émerveillés. Toutes les saisons, ça change. Et c'est beau. On ne se lasse pas de regarder. Mais avoir une île privée a aussi des inconvénients. La petite chambre sympa. Tu vois, regarde. Je t'emmène l'eau et avec la pelle, j'écope, quoi. Les inondations sont fréquentes. On écope. Et forcément, au milieu de la mer, Bénédicte et ses amis doivent jouer les Robinson. Il faut rationner l'eau courante, car elle provient de citernes qui récupèrent la pluie. Là, je regarde le niveau d'eau que l'on a pour l'été. Donc là, j'ai 1,20 m d'eau. Donc il faut qu'on soit prudent et attentif parce que ça se consomme vite pour faire la vaisselle, pour faire cuire les pommes de terre. L'île est aussi un gouffre financier. En moyenne, Bénédicte et les autres copropriétaires doivent trouver 100 000 € par an pour réparer les dégâts causés par la mer. Alors, ils organisent des visites payantes. C'est surtout, Philou, la fissure, là. Le problème qu'on a, c'est qu'ici, les vagues viennent taper dans la muraille et à force réussissent à décoller, par exemple, une pierre. Et après, au fur et à mesure, avec les rouleaux, ça arrache les pierres les unes après les autres. Même si le fort leur donne des tracas, pas question de l'abandonner. Les deux frères et sœurs ont passé ici au milieu de l'eau des vacances inoubliables et ils veulent transmettre leur patrimoine à leurs enfants. Pourtant, avoir une île privée n'est pas forcément un cadeau. Cela peut même parfois être source de sérieux problèmes. En Bretagne, depuis quelques mois, une autre île privée fait polémique, car son propriétaire veut y construire un hôtel de luxe. Elle s'appelle Berdères. C'est un petit joyau de 23 hectares situé en plein milieu du golfe du Morbihan. À marée basse, elle est accessible à pied, alors les habitants du coin en ont fait un lieu de promenade. Et même si elle est privée, la loi leur permet de profiter du chemin côtier qui en fait le tour. On est venu se ressourcer. Hein. C'est vrai qu'elle est magnifique. C'est superbe. C'est beau. C'est beau. C'est cette vue imprenable sur le golfe du Morbihan qui a séduit le propriétaire de l'île. Bon, c'est pareil. C'est pareil. Allez. Michel Giboire est un riche promoteur immobilier, parmi les plus grandes fortunes de Bretagne. Ce matin, avec le gardien de son île, il vient en faire le tour pour lister les petits travaux de débroussaillage à effectuer avant l'été. Il va falloir jouer de la tronçonneuse un peu. Ouais. Enfant du pays, Michel Giboire faisait de la voile ici quand il était jeune et il est tombé amoureux de l'île. Alors quand il apprend qu'elle est à vendre, il l'achète 4 millions d'euros à l'ancien propriétaire, Yves Rocher, le numéro 1 de la cosmétique française. Berdères, c'est un joyau. Enfin, d'abord, ça commence à se voir là. Quand vous avez la chance de pouvoir le faire, vous achetez Berdères. Enfin, c'est magique, Berdères. Impeccable. Voilà, là, on entend les vagues parce qu'il y a une vedette qui est passée. Et puis, dans quelques secondes, on va entendre rien. Le problème, c'est qu'il ne peut pas habiter son île, car les bâtiments qui y sont construits sont en ruine. Ils étaient autrefois la demeure d'un riche aristocrate et ils n'ont jamais été entretenus depuis le 19e siècle. Aujourd'hui, la chapelle menace de s'effondrer. Quant au manoir, il s'est déjà écroulé. Ça, c'est ce qui s'est passé il y a, je sais plus, 3-4 mois. L'eau a fini par s'infiltrer dans les murs et puis ça s'est effondré. Ça m'a fait mal au cœur. Parce que la tour de Berdères, ça fait partie du paysage. Hein, et évidemment, on ne peut pas rester insensible quand on voit ça comme ça. Michel Giboire aimerait le restaurer et pour rentabiliser son investissement, il veut construire l'hôtel de luxe qui fait polémique. Voilà, Un projet à 35 millions d'euros avec 80 chambres haut de gamme.
Le bâtiment là, on le casse et on construit. On fait trois niveaux de chambre d'hôtel, puis en bas, tout ce qui est loisirs, spa, piscine et tout le bazar. Quand ça va être fini, ça va avoir la gueule. Le promoteur a l'autorisation des services de l'État pour démarrer les travaux, mais dans la région, il fait face à une levée de boucliers et de binious. Bernard pour tous! Tous pour Bernard! Ce jour-là, plus de 500 personnes manifestent devant l'île contre lui. Il faut que M. Giboire nous attende! Des habitants du coin, mais aussi des écologistes radicaux comme les militants d'Extinction Rébellion et même des Gilets jaunes. La Bretagne n'est pas à vendre, d'accord? Les manifestants accusent le promoteur de vouloir créer un ghetto de riches et leur fronde prend des allures de lutte des classes. Le projet comporte tout ce qu'il faut pour satisfaire les désirs impatients de quelques-uns. Piscine, spa et 80 chambres de luxe. C'est un énorme chantier qui transformerait complètement ce que nous voyons ici pour édifier cette verrue pharaonique. S'ils sont autant attachés à cette île, c'est parce que l'ancien propriétaire la louait à un centre de vacances pour des classes de mer. Les manifestants aimeraient que les enfants de la région puissent continuer à y passer de bons moments. Ouais! Surtout Eugène Riguidel, une légende de la voile qui a gagné plusieurs courses transatlantiques dans les années 70. Il y a 23 hectares, et il faut les utiliser pour les enfants, pour les gens, pour nous. Voilà, pas pour faire du pognon, qu'il aille les faire ailleurs. La Bretagne, c'est pas de la merde, quoi. La Bretagne, c'est magnifique, c'est un pays d'accueil. Alors arrêtez d'essayer de faire du fric avec les touristes, quoi. Eugène et les manifestants sont décidés à faire plier Michel Giboire. Ils ont porté l'affaire devant les tribunaux pour bloquer les travaux. Et les plus radicaux d'entre eux ont tagué le siège du promoteur. Leur slogan « Sauvons Berdère des mains de Giboire ». Une situation très tendue qui désespère l'homme d'affaires. C'est l'intolérance, quoi. On veut pas. Alors, jalousie, pas jalousie, j'en sais rien. Mais il faut laisser tel que c'est et on fait rien. Mais si vous laissez les arbres tels qu'ils sont, si vous laissez les bâtiments tels qu'ils sont, tout ça va couler. En Bretagne, le projet d'hôtel est aujourd'hui au cœur de toutes les discussions et les habitants s'entre-déchirent à son sujet. Vous voulez pas d'hôtel? Oh bon, j'aimerais mieux pas, moi. J'aimerais mieux qu'on aille là-dedans. Mais vous vous en foutez, Colette? Oh non, c'est notre île. Nous, on est là depuis 1550 ou à peu près. On n'est pas là pour être emmerdés par des étrangers. Les anti-hôtels ne veulent pas de riches touristes sur leur terre. Au contraire, les pro-hôtels, eux, pensent que l'établissement va dynamiser l'économie locale. Car pour le faire tourner, Michel Giboire devra créer 70 emplois. Quand les deux parties se croisent, que ce soit au bistrot ou dans la rue, le ton monte vite. Il y a un truc débile, on s'y oppose. Mais pourquoi débile? Pourquoi débile? Qu'est-ce qu'il y a de débile? C'est de l'argent du privé qui vient restaurer le patrimoine de l'Arbre Baden. C'est même complètement débile. J'ai des amis qui me disent, mais nous on entend dire que ça va être rasé, il n'y aura plus d'arbres, ils vont faire un héliport, ils vont faire un pont. Mais vous vous rendez compte de toutes les bêtises que vous avez racontées? Christophe est conseiller municipal. Avec son ami Laurence, il est pour la construction de l'hôtel. Comme la plupart des 900 habitants de l'Armor Baden, le village situé en face de l'île. Il est victime de désertification, alors ici on est content de voir un investisseur débarquer. Oh bah regarde comme c'est un peu mort, regarde. Tu te rappelles quand on était jeunes là? Ouais. Tous les trucs, là il n'y a plus rien. Là il y avait La station-service. la station-service, ouais. Philippe qui faisait ça. La boucherie, oui. Là il y avait une boucherie. Il y avait la boucherie, il y avait un petit garage derrière. Ouais, c'était Gégène qui tenait ça. Oui, c'était Gégène qui tenait. Christophe et Laurence espèrent que l'hôtel permettra de ramener des commerces et de préserver ceux qui existent encore, comme cette épicerie, la dernière du village. Qu'est-ce que tu en penses là, de toute cette affaire-là? Il faut quand même prendre conscience que la population est quand même très vieillissante ici et que dans quelques années, on va dire, elle est dans 10-15 ans, on va passer de 900 habitants à l'année à 600, 500. Des commerces comme le nôtre, on ne pourra plus en vivre à l'année. Ça, on ne pourra pas l'éviter. Quelques semaines plus tard, la justice va finalement s'opposer au projet de Michel Giboire. Ce n'est pas son hôtel qui est remis en cause, mais les nouvelles constructions prévues. Elles ne respecteraient pas suffisamment la nature. Le promoteur va devoir revoir sa copie.
Sur les côtes françaises, depuis l'adoption de la loi littorale il y a 34 ans, les nouvelles constructions sont très limitées et très réglementées. Le but, éviter l'urbanisation à outrance et protéger l'environnement. Pour faire respecter cette loi, des policiers spécialisés sont toute l'année en alerte. Ce sont les agents de la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. On repasse là, c'est ça? Ouais, juste là. Bonjour. Ce matin, près de Montpellier, ils sont en mission autour de l'étang de Thau pour contrôler les entrepôts des producteurs d'huîtres et de moules. Ici, 500 exploitants vivent du commerce de ces coquillages. Pour exercer, ils ont besoin de ces petits bâtiments qui donnent directement sur l'étang. On les appelle des masses. Cet établissement-là, ouais. Le problème, c'est que parfois des particuliers les rachètent pour en faire des résidences secondaires, ce qui est interdit. Ces concessions du domaine public maritime ne sont accordées qu'aux professionnels. C'est des dérives qui font flamber les prix sur ce secteur-là et qui empêchent un jeune ostréiculteur de s'installer alors que lui, il a besoin justement de ces espaces-là pour pouvoir travailler les tables et les productions d'huîtres et de moules. En cas d'irrégularité, ces policiers du littoral peuvent demander la destruction d'un bâtiment. Filian, le chef d'équipe, vient d'ailleurs de repérer un mas en travaux qui ne semble pas conforme. On a une suspicion, ça paraît un petit peu étrange, avec des baies vitrées. C'est quoi, il n'y a pas des lustres en haut? Si, oui, on voit des luminaires. Ouais. Voilà. Ça pourrait être une salle de restauration ou de l'habitation. C'est tout ça qui nous font quand même un peu une suspicion sur la dérive d'activité. Ouais. Le policier aimerait vérifier l'intérieur pour voir s'il s'agit vraiment d'un producteur de coquillages. Mais il va avoir un problème. Alerté par la présence des agents, le propriétaire des lieux vient à leur rencontre pour s'opposer au contrôle. Nous, dans le cadre de nos contrôles, on voulait pénétrer sur la partie privée. Si vous avez votre autorisation. Non, il est hors de question que vous rentrez dans le bâtiment. Dans le bâtiment, oui. Non, il est hors de question que vous le fassiez, je vais appeler l'avocat. Donc vous faites une obstruction. Non, moi je vous avais pas rentré, de toute façon, les travaux sont pas finis. Oui. Donc tant que c'est pas fini, personne ne rentre. D'accord, alors qu'est-ce que vous voulez faire ici comme travaux ici? En fait, c'est quoi ce bâtiment-là? C'est un bâtiment que je vais transmettre à mes enfants pour qu'ils puissent l'exploiter. Les agents de la DDTM n'ont pas autorité pour rentrer de force. Impossible donc de savoir si le propriétaire est en infraction, mais Filian et son équipe vont monter un dossier qui sera envoyé directement au procureur de la République. Et là, pour y repasser, donc droit de visite envoyé avec la gendarmerie. Ils reviendront ensuite pour faire une nouvelle inspection avec cette fois les autorisations nécessaires pour pénétrer dans les lieux. Un peu plus loin, un autre bâtiment attire leur attention et ils vont avoir plus de chance. Bonjour. Bonjour, on est déjà dans le contrôle de la direction départementale des affaires maritimes. Le propriétaire est là et il est plus coopératif. Il ne se cache pas et avoue tout de suite qu'il n'est pas ostréiculteur. Mais j'exploite rien. Vous voyez bien que j'exploite rien. Oui, mais toute occupation, en fait, toute structure, là, vous voyez, c'est cet appentis. Oui, mais ça, c'était à l'ancien professionnel. Alors que vous, vu que vous n'êtes pas professionnel, vous n'êtes pas en droit d'avoir une autorisation pour cette dalle cimentée, pour cet appentis, et puis on a la passerelle et le portique aussi. Le propriétaire est dans l'illégalité car sans activité, il n'a pas le droit de garder le portique ni les parcs à huîtres. Tout doit être remis à l'état naturel. Je pense qu'on va être sur une demande de remise en état des lieux du domaine public maritime. Ça sent moins bien que ce que c'était. Oui, mais c'est une renaturation du domaine public maritime parce que vous n'êtes pas sur une activité de culture marine. Juste. La sanction peut paraître sévère, mais c'est la seule solution pour éviter la spéculation immobilière. On veut réserver ces zones à l'ostréiculture, donc qu'on soit sur un petit mas d'habitation familiale, là, comme le monsieur nous a indiqué, ou des masses plus importants où on suspecte vraiment des nouvelles constructions avec de l'habitation, de la vraie habitation. Voilà, il faut qu'on tienne la même ligne de conduite sur tout le pourtour de l'étang de Thau, parce que sinon on risque d'avoir des zones qui vont être morcelées petit à petit,
Et puis de toute façon, après, voilà, ça va faire flamber les prix de manière générale sur l'ensemble du bassin de Thau. Donc voilà, il faut qu'on tienne cette ligne de conduite de manière constante sur tout le pourtour de l'étang. Dans l'Hérault, en moyenne, les services de la DDTM dressent une centaine de PV par an. Qu'il s'agisse de masses d'ostréiculteurs ou d'extensions d'habitation, il y aurait plusieurs milliers de bâtiments dans la même situation. Sans la loi littorale, les côtes françaises seraient complètement bétonnées. Mais elle est pourtant contestée car des habitations construites bien avant son adoption se retrouvent menacées de démolition aux grandes dames de leurs propriétaires. C'est ce qui se passe à Sangatte, dans le nord de la France. Depuis quelques mois, ces cabanes de plage appelées chalets font parler d'elles car les autorités veulent les raser. Le problème, c'est que des centaines de familles en ont fait leur résidence secondaire. Je prends une canne à pêche. Je prends l'apéro. Bien. Comme Angèle et Loïc. Le couple y passe tous ses week-ends. Le programme, c'est d'aller un peu profiter de notre petit chalet sur la plage de Blériot. Il fait beau, donc on va aller voir les copains. Là, il y a quelques copains qui sont arrivés, puis on va essayer de profiter de cette belle journée. Allez, filles. Direction Blériot-Plage, à 2 minutes à pied. Face à la Manche, le décor est unique. 200 chalets en enfilade qui font la fierté de tous les habitants. C'est quand même magique de pouvoir admirer tout ça. Hein. L'Angleterre pas très loin. Et puis le balai incessant des bateaux qui passent. Non, c'est magnifique. C'est notre village sur la plage, notre petit village gaulois. Son chalet, Loïc en a hérité de sa grand-mère. Il fait 18 mètres carrés. Le jeune patron de bar n'est pas propriétaire du sol, mais il paie une taxe d'habitation comme n'importe quel logement, car il l'a aménagé. Là, il y a une petite mezzanine. Là, ça, c'est un petit canapé. Une petite mezzanine là-haut pour les enfants. Une table, un petit poêle, un garde-manger. Ça, c'est le garde-manger de mes grands-parents. Et peut-être même de mes arrière-grands-parents. Donc, qui est encore fonctionnel, hein, qu'on utilise pour mettre nos fruits. D'ailleurs, je vais mettre nos fruits dedans. Le confort est sommaire, mais Loïc aime y passer du temps. Ici, il a l'impression d'être en vacances. Allez. Comme presque tous les week-ends, le couple retrouve d'autres propriétaires de chalets. Salut tout le monde. Bon, on ramène les saucisses. Au programme, barbecue. Je lance ça, puis j'y vais. Apéro et concert improvisé. Au fil des années, tous ces propriétaires de chalets ont tissé des liens et sont devenus amis. Bonjour mon biquet. Ça va bien, ça va. Il y a quelques histoires ici. L'ambiance est chaleureuse, mais aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas envie de s'amuser. Ils se sont réunis car la préfecture a ordonné la destruction de leur chalet. Ils ont reçu un ultimatum. Bon, salut à tous. Je me permets de prendre la parole une petite minute. Déjà pour vous remercier d'être venus nombreux. Normalement, c'est annoncé pour demain la destruction. Je pense qu'il ne se passera rien demain, mais bon, sait-on jamais, hein, tout peut arriver. Mais en tout cas, on a décidé de se battre, évidemment, pour protéger un petit peu notre patrimoine. Loïc et ses amis ont décidé de se rebeller contre la loi littorale. Elle interdit les cabanes en dur sur les plages. Seules celles qui sont démontables sont autorisées. La municipalité souhaite donc raser leur chalet, un non-sens pour ses habitants. C'est que le début du combat, on lâche rien, on continue. La mairie nous parle, parce qu'il joue sur les mots, il nous parle de demain de faire des chalets qui seraient démontables, mais pas forcément démontés. Donc c'est-à-dire que nous, on nous reproche qu'ils ne soient pas démontés, mais demain, ils parlent de remettre des chalets qui seraient démontables, mais pas forcément démontés. En gros, la priorité pour eux, c'est de détruire notre patrimoine. Aucune indemnité ne leur a été proposée. Et ce qui choque les habitants, c'est que ces chalets font partie de l'histoire de la ville. Ils sont apparus au 19e siècle en pleine révolution industrielle et ont été construits pour permettre aux ouvriers des mines de charbon de respirer l'air pur de la mer. Les chalets ont ensuite traversé les générations. Loïc et ses amis les ont toujours connus. Ils ont des centaines de photos souvenirs. Ma grand-mère, dans son chalet, ma mère.
Après que papy a pêché un bar, mon père, le tombeur. C'est juste incroyable quoi, de revoir ça. Et c'est ça qui est important, c'est que tout ça, ça va pas changer, ça va pas bouger, c'est toujours au même endroit. Quoi. Ça, rien à bouger. Quoi. Dès demain, ceux qui n'auront pas démoli leur chalet encourent une amende de 1 500 € et des pénalités de 150 € par jour. Les propriétaires ont lancé une action en justice. Face à eux, le maire de Sangatte est pour la destruction des chalets, car il a une idée derrière la tête. Ce matin, dans les locaux de la mairie, Guy Allemand a organisé une conférence de presse pour dévoiler ce qui devrait remplacer les chalets de Loïc et ses amis. Bien, on est en capacité de vous faire une présentation aujourd'hui de ce que pourrait être la plage de demain. Le maire a fait réaliser un clip 3D de son projet. À la place des chalets, des cabanons démontables à louer comme vestiaires de plage, mais aussi une aire de jeu pour enfants et un restaurant avec une grande terrasse de 400 mètres carrés. Ces commerces devraient attirer les touristes et rapporter de l'argent à la commune. Là, on nous donne l'occasion de pouvoir reproposer des activités sur la plage et d'attirer des gens d'ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas rater la marche. Sur notre littoral, on sera le premier bar de plage, les pieds dans le sable. Donc c'est un atout touristique phénoménal. Le maire a obtenu le feu vert de la préfecture. Mais comme un pied de nez, au lieu de les détruire, Loïc et Angèle ont décidé de rénover leur chalet. L'idée, c'est de montrer qu'on n'abandonne pas, qu'on est toujours présent, qu'on est actif. On le fait aussi beaucoup pour la mémoire et pour que toute cette histoire, elle ne s'arrête pas. Parce que si on rase les chalets, l'histoire, elle s'arrête. Certains diront que ça sera une nouvelle histoire, mais c'est pas comme ça qu'on fait avancer une société. C'est pas en faisant table rase du passé. La bataille s'annonce longue. Le couple espère pouvoir en profiter encore longtemps. Un phénomène plus inquiétant menace le littoral et ses habitants, l'érosion due au réchauffement climatique et à la montée des eaux. En 50 ans, la France a perdu 26 km² de côte, l'équivalent d'une petite ville. Le sud-ouest du pays est particulièrement touché. Notamment Lacanau en Gironde. Comme chaque été dans la station balnéaire, la saison estivale démarre en fanfare. Je déclare ouvert la saison de Lacanau 2021. Excellente soirée à tous. Réputée pour son ambiance festive, elle passe chaque été de 5 000 à plus de 100 000 habitants. Voilà pour vous. Pourtant, la station balnéaire est en sursis. Ici, le trait de côte recule de 2,5 mètres chaque année à cause des tempêtes successives. Il y a 2 ans, elles ont été tellement violentes qu'elles ont englouti jusqu'à 10 mètres de plage. Un choc pour tous les habitants. L'an dernier, la dune s'arrêtait à peu près à ce niveau-là. Donc la pente qu'on peut retrouver derrière nous ici, elle commençait à cet endroit-là. Et on avait la dune qui montait comme ça. À cette vitesse, la station balnéaire devrait se retrouver sous l'eau en 2040. Alors chaque année au printemps, des invités surprises investissent la côte pour tenter de freiner l'inéluctable. Mais tu vois la blur que ça a pris en quelques semaines qu'on est venu là. Adrien et Emmanuel ont été embauchés par la mairie pour réensabler la plage et réparer les infrastructures abîmées par les vagues, comme cet escalier qui menace de s'effondrer. Le but, ce serait d'arriver à peu près à un poil plus bas. Ah bah alors celui-là, il faut que je le descende alors. Ouais. Au fur et à mesure des tempêtes et des marées, ça enlève le sable, ça déchausse un petit peu les enrochements et des fois, ça arrive qu'ils bougent. Chaque année, les 2 hommes et leurs collègues ajoutent sur la plage 7000 m³ de sable récupérés dans des zones où il n'y a pas d'habitation. Montant de la facture pour les autorités, 60 000 € par an uniquement pour cette plage. Et pour sauver la station balnéaire, ils ont même dû créer artificiellement ce mur de rochers long d'1 kilomètre. Un travail titanesque qui peine à stopper l'érosion.
On a un peu de mal à lutter contre la nature, il n'y a pas grand-chose, surtout les vagues qui arrivent, il n'y a pas grand-chose pour lutter contre elles. Le mur fortifié fait la fierté du maire, Laurent Perrondet. Grâce à cet ouvrage, il a pu sauver temporairement sa promenade de front de mer et le Cayoc, ce restaurant qui fait la joie des touristes. Ça va ? Avant que les protections soient faites, dans les années 70, l'eau allait sous le Cayoc, parce que le Cayoc est monté sur des pieux qui descendent très très profond dans le sol. Donc après, on a construit l'enrochement et la dune s'est reconstituée, mais le Cayoc, l'eau allait dessous. Pour construire ce mur, les autorités ont dépensé 3 millions d'euros. Dans 10 ans, il en faudra un autre, beaucoup plus résistant, qui coûtera cette fois 40 millions d'euros. Une somme colossale, mais grâce au tourisme, la municipalité pourra le supporter. C'est énorme, c'est une grosse activité économique, c'est beaucoup d'emplois, à la fois sur l'hôtellerie plein air, mais aussi la restauration, toutes les activités ludiques, les activités sportives. Derrière, c'est 400 millions d'euros, c'est une industrie, le tourisme. 400 millions d'euros dans le jeu, 40 millions d'euros de travaux. Pour le maire, le calcul est vite fait, mais toutes les municipalités n'ont pas les moyens de protéger leur littoral, et souvent, ce sont les habitants qui en subissent les conséquences. Avoir une villa ou un appartement en front de mer avec une vue sur l'océan, c'est pour beaucoup de Français le rêve de toute une vie. Mais à cause de l'érosion, certains ont vu ce rêve se briser. C'est ce qui arrive à des habitants de Soulac-sur-Mer, au nord de Lacanau. La station balnéaire, connue pour ses maisons en briques à l'architecture typique, séduit chaque été les familles et les touristes étrangers. Allez, à nos vacances. La vue est magnifique. On vient ici pour la mer et aussi pour les moules frites. Mais la ville est aussi devenue le symbole de l'érosion des côtes françaises à cause de cet immeuble à l'abandon appelé Le Signal. Thierry et sa fille Héloïse ont un gros pincement au cœur à chaque fois qu'ils passent devant, car ils font partie des premiers réfugiés climatiques de France. Regarde, on arrive dans notre ancien chez nous. Eh oui. On avait quand même une vue imprenable. Hein. Et pourtant, nous l'a prise. Ça fait bizarre de le voir comme ça. Hein. À la fin des années 90, Thierry, qui vit le reste de l'année en Dordogne, avait acheté dans cet immeuble un 3 pièces de 50 mètres carrés à 130 000 €, avec vue sur l'océan. Cet employé de banque à la retraite y venait souvent en famille pour les vacances et il se voyait déjà y passer ses vieux jours. Mais à cause de l'érosion, son rêve s'est transformé en cauchemar. Nous, en fait, on avait l'appartement du 2e étage, les trois baies vitrées du milieu, avec la cuisine, le salon et la chambre. Donc on descendait là, hop, on marchait 200 mètres sur la dune et on arrivait dans l'eau. Il y avait une dune immense et qu'il fallait grimper d'ailleurs pour passer de l'autre côté. Bon, mais tout ça, ça a disparu, quoi. Avec les tempêtes successives, le sable il est parti, quoi. Cet immeuble a été construit dans les années 60 à 200 mètres de la plage. En une cinquantaine d'années, il a été rattrapé par les eaux. Contrairement à la ville de Lacanau, la municipalité n'a pas souhaité faire de travaux de réensablement car cette portion du littoral n'a pas d'intérêt touristique. Elle a condamné l'immeuble. Il y a un traumatisme, évidemment, et c'est surtout que là, on est, il fait beau, on est devant chez nous, parce qu'on est encore propriétaire de cet immeuble, et on ne peut pas rentrer chez nous. C'est une grosse déception. Une énorme déception. 7 ans après avoir été expulsé, Thierry n'a toujours pas reçu d'indemnité. Mais l'État s'est engagé à compenser les pertes des 75 copropriétaires. Lui devrait toucher prochainement 86 000 €. Pour l'aider, ses enfants ont rassemblé leurs économies et ils ont réussi à racheter ensemble une petite maison à 1 km du front de mer. Oh là là. Ah oui, ça a bien changé là quand même depuis la dernière fois. Il reste quelques petites retouches là sur la poutre. Le sol, il est vraiment raccord avec celui du salon, donc c'est un bon choix, c'est parfait. Bientôt l'apéro. Allez, c'est parti. Les travaux ont commencé il y a 3 ans. Faute de moyens, Thierry et ses proches les réalisent petit à petit. Jamais ils n'auraient imaginé se retrouver dans cette situation. On a aussi pris ces maisons-là, surtout parce qu'on n'avait pas
la trésorerie pour partir sur un projet plus ambitieux. Et on pensait avoir les indemnités beaucoup Beaucoup tôt. plus rapidement. Parce que les indemnités, c'est comme l'Arlésienne, quoi. On en parle beaucoup, on la voit jamais. L'immeuble doit être démoli l'année prochaine. Mais un peu plus loin sur la côte, l'histoire se répète. Et des habitants achètent parfois des appartements sans savoir qu'ils auront bientôt les pieds dans l'eau. Dans les Landes, à Biscarrosse, une station balnéaire située à 1 heure de route de Lacanau, ces villas jumelles dressées face à l'océan depuis plus d'1 siècle sont aujourd'hui au cœur d'une nouvelle polémique, au point d'attirer les curieux. Il y a un côté très étrange. C'est le seul manoir de ce genre dans le coin. Ça me rappelle un vieux film d'Alfred Hitchcock. On se dit qu'on aimerait bien habiter là, mais on n'a pas trouvé encore le propriétaire, mais oui, ça paraît pas mal, ouais. Effectivement, la situation est sympathique. Ouais. André, lui, n'a pas envie de plaisanter. Il y a 2 ans, pour pouvoir surfer quand il veut, il a acheté un appartement de 35 mètres carrés au dernier étage de la villa de droite. À l'époque, il pensait avoir fait une affaire, sauf que sa maison risque d'être bientôt condamnée. J'ai travaillé toute ma vie et en fait là, je vais me retrouver le bec dans l'eau, quoi. Je sais pas trop mon devenir en fait, et ça m'agace, quoi, parce que si j'ai acheté ici, c'était pour en profiter au maximum, quoi. André est ambulancier, il ne roule pas sur l'or. C'est en venant faire du surf ici qu'il a découvert ces 2 villas. Il a tout de suite eu un coup de cœur. C'est rien d'extraordinaire, mais c'est un petit truc qui me donne beaucoup de bonheur, quoi, tout simplement, parce que je me sens bien tout ici. Ici, quand on habite ici, on a l'impression d'être tout en vacances, hein, parce qu'on voit la mer, l'océan. Et ça, c'est le spectacle que je vis tous les jours, quoi, au quotidien, quoi. André a investi 180 000 € pour ce 2 pièces avec vue sur l'océan. Mais 3 mois après l'avoir acheté, la mairie a prononcé un arrêté de péril sur la villa voisine. Il apprend alors, en lisant ses cartes officielles, que l'eau devrait arriver au pied de sa maison dans 4 ans. Elle subira donc le même sort que sa voisine. Pourtant, André affirme que ni l'ancien propriétaire ni son notaire ne l'ont averti du danger. Ils m'ont dit, c'est vrai qu'il y a l'océan qui est proche, mais vous inquiétez pas, cet appartement, enfin, la villa, elle a fait ses preuves, depuis, ça fait des années qu'elle est là, elle va tenir encore au moins 50 ans. Donc j'ai dit, ça va, j'ai 56 ans, si ça dure 50 ans, ça va, je suis dans les temps, quoi. L'ambulancier a beau relire son acte de vente, rien ne dit que sa maison sera bientôt sous l'eau. Le risque de submersion marine aurait pourtant dû y être mentionné. Ça me dépite, quoi, qu'il n'y ait rien de stipulé. C'est sûr que s'il y aurait eu quelque chose, attention, danger, bien sûr, je n'aurais pas acheté. Je ne suis pas quand même débile, quoi. La menace est bien réelle, comme le montre cette étude commandée par la mairie en 2018, 1 an avant qu'André n'achète son appartement. On parlait déjà de démolir les villas. Dans celle d'à côté, ses voisins ne peuvent déjà plus rentrer chez eux. Chaque fois qu'ils reviennent voir leur ancienne maison de vacances, Marie-France et Marc sont écœurés. Nous avons les clés. Nous avons les clés, nous avons l'envie, mais on ne peut pas y aller. Ça me fait mal au cœur parce qu'on s'est sacrifié quand même pour l'acheter. Maintenant qu'on est en retraite, qu'on peut en profiter d'y aller quand on veut, ben on ne peut pas. Marie-France et Marc vivent en Lorraine, dans l'est de la France. Jusqu'en 2019, ils passaient leurs vacances dans un appartement situé au rez-de-chaussée de la villa de gauche. Des moments de bonheur avec leurs 2 petites filles que l'on voit sur ces images. Mais il y a 2 ans, les autorités ont pris l'arrêté de péril. Une étude géologique a montré que leur villa est plus menacée que sa voisine à cause de mouvements de sable importants sous ses fondations. Un drame pour toute la famille. Nous avons plein de souvenirs et rien que nos petites filles nous disent tout le temps, on y retourne quand à Biscarrosse? On ira quand à Biscarrosse? Ah, Biscarrosse. Donc voilà, on aimerait pouvoir en profiter. Ce qui énerve encore plus les copropriétaires, c'est que malgré la menace d'effondrement, un appartement de 30 mètres carrés est encore à vendre dans la villa où habite André, le surfeur. Et les agents immobiliers qui le font visiter
ne jouent pas toujours franc jeu avec leurs clients. Bonjour. En caméra cachée, nous nous faisons passer pour un couple intéressé par l'appartement. Ah d'accord, on rentre directement. Ouais. L'agent passe rapidement sur les pièces à vivre, le salon avec kitchenette et les 2 chambres, pour mettre en valeur la terrasse et sa vue mer à 180 degrés. Donc là, évidemment, exposé vers le sud. Vous pouvez mettre une plancha, vous pouvez mettre un parasol. Un petit barbecue. Ou un petit barbecue. Pour se l'offrir, il faut débourser 160 000 €. Pour nous convaincre de l'acheter, l'agent immobilier a de nombreux arguments, mais à aucun moment il ne nous alerte sur les risques d'effondrement dus à l'érosion. Et quand on lui pose la question, il est plutôt rassurant. Moi, je pense qu'ici, ça craint rien. Et, parce que vous êtes sur du dur, en fait. Il n'y a pas plus d'évolution depuis 10 ans. Ouais. Dans la région, difficile pourtant d'ignorer la situation de ces 2 villas, car elles font régulièrement les gros titres des journaux locaux. Ce comportement scandalise André le surfeur. Lui n'a pas l'intention de vendre, mais si on lui retire son appartement, il envisage de porter plainte. Quand il s'agit de faire respecter la loi littorale, les autorités ne transigent généralement pas. Mais il arrive que de surprenants projets sortent de terre malgré les protestations des riverains. À Roquebrune-Cap-Martin, sur la Côte d'Azur, une construction est l'objet d'une nouvelle polémique. Moins connue que Cannes ou Saint-Tropez, la station balnéaire fait partie des joyaux du littoral français. Mais depuis quelques années, ce paradis tranquille est perturbé par ce chantier pharaonique. Perché à 300 mètres d'altitude, cet hôtel 5 étoiles est en construction sur un site classé Natura 2000, le label accordé aux zones naturelles exceptionnelles pour préserver leur faune et leur flore. Dans la région, tous les défenseurs de l'environnement crient au scandale. Et ceux comme Annie qui habite sous l'hôtel n'en dorment plus la nuit. Vous voyez, ma maison est là, hein, et là vous avez les travaux qui sont juste au-dessus, on voit la grue, on voit les blocs. Là aujourd'hui c'est calme, hein, mais on a eu un bruit absolument infernal. Je suis obligée de mettre un casque sur mes oreilles parce que sinon je ne peux pas rester dehors. Et on est envahi par la poussière. La poussière, c'est le maître mot depuis qu'il y a les travaux au-dessus de chez nous. Hein. Annie a peur que l'hôtel lui tombe dessus. Avant ces travaux, un bloc de pierre s'était déjà écroulé, pas très loin de sa maison. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma maison, j'ai peur pour tout le monde. Hein, bien sûr, mais vous vous rendez compte, s'il y a quelque chose qui part de là-haut, en surplomb, là où ils ont creusé le parking, c'est au-dessus de ma propriété. Rien ne nous dit que tout ne va pas dégringoler un jour. Hein. Enfin, j'espère que je ne serai plus là. Sur la falaise, il y a pourtant toujours eu un bâtiment, mais il était beaucoup plus petit. Au départ, il y a 100 ans, c'était un salon de thé. Au fil du temps, l'établissement devient un hôtel qui atteint 7000 m². En 2014, son nouveau propriétaire, la famille royale du Qatar, décide d'en faire un établissement ultra luxe, avec 2000 m² en plus, pour faire une énorme piscine à débordement et 80 chambres à flanc de falaise face à la mer. Scandalisée, Annie alerte alors les autorités à plusieurs reprises, mais ses courriers restent sans réponse. Bonjour Marie-Christine. Seule Marie-Christine Franc de Ferrières est venue à son aide. Cette experte comptable est une ancienne élue. Elle fait aujourd'hui partie de l'opposition et veut faire éclater la vérité sur cette affaire. Alors elle est venue prendre des clichés pour étayer son dossier. Alors je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire des photos. Ils sont en plein travail, on voit ce qui se passe. Voilà. Regardez, vous voyez, on voit la poussière qui sort. Les 2 femmes ont décidé d'attaquer la municipalité et le propriétaire de l'hôtel pour bloquer les travaux. En plus d'éventuels problèmes de sécurité, elles sont choquées par ces blocs de béton sur la falaise. Ils cachent des tiges métalliques de 30 mètres de long enfoncées dans la roche pour la consolider. On appelle ça des tyrans. Un massacre écologique pour Annie. Regardez le désastre que ça fait.
À chaque plateforme, il va y avoir une tête de tyran. C'est inimaginable, une chose pareille. C'est inimaginable. Et dans un site protégé. Dans un site protégé, zone Natura 2000, zone remarquable. Pourquoi on a fait ça? Pour comprendre comment un tel projet a pu voir le jour, Marie-Christine a décidé de mener son enquête. À la mairie, elle a demandé à consulter le dossier du permis de construire, un document public. Et surprise, sur les simulations 3D du futur projet, les 58 blocs de béton qui saccagent la falaise n'apparaissent à aucun moment. C'est le visuel qu'on devrait avoir maintenant. En aucun cas ne sont représentées toutes les têtes de tyran et tout le béton qui a été accroché à cette falaise. On ne voit pas que la falaise minérale va être défigurée avec les travaux qui ont été faits. C'est quand même un vice dans la présentation. Marie-Christine cherche à savoir si la responsabilité des autorités est engagée. Toute l'administration a des responsabilités, ça c'est certain, qu'elle soit locale ou d'État. On avait une pépite sur notre commune. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Qu'on est prêt à tout démolir parce qu'il y a des millions d'euros qui se déversent, quoi. Dans le dossier, d'autres documents semblent encore plus gênants. Nous demandons à les consulter. Mais l'agent de la mairie affirme qu'ils ne sont pas accessibles au public. Non, c'est pas les fiches communautaires. Pourquoi c'est pas passé alors? Elles sont pas partie des pièces communautaires. Ces documents confidentiels, nous nous les sommes procurés grâce à Jean-Marie Tarragoni. C'était l'assistant du maître d'ouvrage de l'ancien hôtel avant l'arrivée des Qataris. Bonjour. Bon, il y a du nouveau. Ah oui. Il a réussi à obtenir une copie de l'ensemble du dossier et il a mis la main sur une étude géotechnique réalisée avant le démarrage du chantier. Selon lui, elle prouverait qu'à défaut de travaux de consolidation, il pourrait y avoir un risque pour les riverains. Ces documents, soyons clairs, ils n'étaient pas destinés à être lus, puisqu'ils listent les risques de chute de blocs sur la falaise, où vous voyez tout ce qui peut tomber sur les voisins en dessous, avec des coefficients de risque de quelques minutes, quelques heures, à quelques mois, à quelques années. Et c'est grave, puisque alors que l'on sait qu'il y a un risque très important et immédiat de chute de blocs, on ne fait rien. On marche sur la tête, c'est incroyable. Le maire de la ville n'a pas répondu à notre demande d'interview. Par mail, les services de la préfecture nous ont indiqué que la construction de l'hôtel fait l'objet de permis de construire qui ont intégré les risques de mouvements de terrain et de séisme. Ils précisent également que les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Une réponse qui scandalise Annie. C'est triste. C'est triste, c'est révoltant. Quand on fait des travaux dans un pays, surtout des travaux aussi emblématiques, on se doit de respecter les règles, les lois qui sont en vigueur. On ne peut pas passer outre comme ça. Sinon, on est dans un état mafieux. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Des propos très à charge exprimés sur le ton de la colère, mais Annie attend de pied ferme l'ouverture d'un procès pour faire la lumière sur cette affaire. D'ici là, elle doit supporter le bruit des travaux et vivre avec l'angoisse de voir un jour un rocher tomber sur sa maison.